Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Les maîtres des dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitre 8. Hervis Carcolo, ses dragons et ses hommes se mirent en route sous la pluie froide de l'aube qui tombait à saut. Seule la lumière aveuglante des éclairs illuminait la piste. Quand le premier rayon de soleil embrasa le mont d'Espoir, ils avaient déjà franchi le défilé Maudeline. « Jusque-là, tout va bien », exultait Hervis Carcolo. Debout sur ses étriers, il inspectait le cratère de l'étoile déchue. Aucune trace de l'armée de Bandbec. Il attendait, scrutant les contours lointains de la crête de la garde du nord délimitée en noir sur l'horizon. Une minute passa, puis une autre. Les hommes se frappaient les mains l'une contre l'autre. Les dragons grondaient et grommelaient d'un air irrité. L'impatience commença à gagner Carcolo. Ses côtes le chatouillaient. Il se mit à gigoter et à jurer. Le plus simple de ses plans ne pouvait-il pas se dérouler sans encombre? Soudain, un héliographe sur le promontoire de Barche se mit à vaciller, puis un autre, au sud-est des pentes du mont Gétron. Carcolo signala à son armée que la route vers le cratère de l'étoile déchue était libre. Les troupes de la vallée heureuse s'empressèrent de descendre le défilé Maudeline. En tête, les meurtriers à longues cornes, hérissés de pointes d'acier, puis la bouillonnante ondulation rouge des harpies qui couraient en redressant la tête. Derrière, suivait le reste des troupes. Le cratère de l'étoile déchue s'étendait devant eux, vaste pente ondoyante émaillée de fragments météoriques siliceux étincelant comme autant de fleurs sur la mousse gris-vert. Tout autour se dressaient des pics majestueux aux sommets enneigés, éblouissants dans la claire lumière matinale. Le mont Gétron, le mont d'Espoir, le promontoire de Barche, et loin au sud, Petit Clou. Arrivant de gauche et de droite, les éclaireurs les rejoignirent. Leurs rapports furent identiques. Aucun signe de Joas Bandbec ni de ses troupes. Carcolo envisagea une nouvelle possibilité. Peut-être n'avait-il pas condescendu à entrer en campagne. Cette idée l'exaspéra tout en lui procurant une joie immense. Si tel était le cas, Joas paierait très cher sa négligence. Alors qu'ils venaient de traverser la moitié du cratère de l'étoile déchue, ils tombèrent sur un enclos abritant 200 bébés démons appartenant à Joas Bandbec. Seuls 2 vieillards et un garçon veillaient sur eux. Ces derniers observèrent avec une terreur manifeste la progression de la horde de la vallée heureuse. Mais Carcolo délaissa l'enclos et poursuivit sa route. S'il gagnait la bataille, il ferait partie de son butin. S'il la perdait, les bébés démons ne seraient guère dangereux. Debout sur le toit de leur hutte de tourbe, les vieillards et l'adolescent regardèrent passer Carcolo et ses troupes. Les hommes en uniforme noir, tous coiffés d'un couvre-chef à visière et aux protège-joues rejetés derrière les épaules, les dragons aux écailles luisantes qui, selon leur espèce, bondissaient, rampaient, sautaient ou avançaient d'un pas lourd, le rouge et le marron terne des harpies, l'éclat venimeux des horreurs bleues, le noir verdâtre des démons, le gris et le brun des mastodontes et des meurtriers. Hervis Carcolo chevauchait sur le flanc droit, Bast Given à l'arrière. Carcolo accéléra selon la cadence. L'idée que Joas Bandbec puisse amener ses démons et ses mastodontes sur l'escarpement Bandbec, avant que lui-même n'y arrive pour le repousser, le hantait. Il n'avait plus qu'à espérer que son ennemi dorme encore. Ils atteignirent les orées Bandbec sans encombre. Agitant sa casquette, Carcolo hurla d'un ton triomphant. « Joas Bandbec n'est qu'un paresseux, qu'il essaie à présent d'escalader l'escarpement Bandbec !» Et il inspecta le Val Bandbec d'un œil de conquérant. Bast Given ne semblait pas partager son triomphe et continuait à surveiller d'un air inquiet le nord, le sud et leurs arrières. Du coin de l'œil, Carcolo l'observa et l'apostropha avec mauvaise humeur. « Voyons, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Peut-être rien, peut-être tout, » répondit Bast Given en étudiant le paysage. Carcolo gonfla ses moustaches.
De cette voix calme qui irritait tant Carcolo, Given poursuivit. Joas Bandbeck est en train de nous rouler une fois de plus. Pourquoi dis-tu cela? Vois par toi-même. Nous accorderait-il l'avantage sans rien réclamer en échange? Paliverne, marmonna Carcolo. Sa dernière victoire a rendu ce paresseux vaniteux. Carcolo se caressa le menton, mais lorgna avec inquiétude du côté du Val Bandbeck. De l'endroit où il se trouvait, tout lui semblait étrangement calme. Une inactivité singulière régnait dans les champs et les baraquements. Un étau glacé lui étreignait le cœur. Il s'écria « Regarde la couveuse! Voilà les dragons de Bandbeck !» Given loucha vers la vallée, puis regarda de biais vers Carcolo. 3 harpies encore dans l'œuf, dit-il en se redressant. Il se désintéressa de la vallée et se mit à scruter les pics et les crêtes du nord et de l'est. Imagine que Joas Bandbeck se soit mis en route avec ses troupes avant l'aube, qu'il ait franchi les frontières, traversé les glissements érodés et le cratère bleu. Et le gouffre azuré? Il l'a évité par le nord, a escaladé l'Ubac de Barche et contourné le promontoire de Barche en passant le Scansehage. Carcolo observa attentivement la crête de la garde du Nord avec une inquiétude toute nouvelle. Là-bas, un léger mouvement, un reflet d'écailles. « Repliez-vous » hurla-t-il. « Direction le promontoire de Barche! Ils sont derrière nous !» Étonnés, ces hommes rompirent les rangs et s'éparpillèrent sur les orées Bandbeck pour se diriger vers les rudes reliefs du promontoire de Barche. Sa stratégie découverte, Joas lança ses escadrons de meurtriers pour intercepter l'armée de la Vallée Heureuse, l'attaquer, la retarder et, si possible, l'empêcher d'atteindre les versants accidentés du promontoire de Barche. Carcolo évalua la situation rapidement. Il considérait ses propres meurtriers comme la fine fleur de ses troupes et en était très fier. Il les retint à dessein, espérant ainsi surprendre et anéantir promptement les tirailleurs de Bandbeck et parvenir malgré tout à trouver refuge sur les déclivités du Barche. Cependant, les meurtriers de Bandbeck refusèrent d'approcher. Ils se bousculèrent pour escalader le promontoire. Carcolo envoya alors ses harpies et ses horreurs bleues. Quand les deux colonnes se rejoignirent, le choc fut épouvantable. Les harpies de Bandbeck se précipitèrent à la rescousse et durent affronter les meurtriers à longues pattes de Carcolo qui les repoussèrent. Un bruyant sauve-qui-peut s'ensuivit. Le gros des troupes de Carcolo, excité par la déroute de ses ennemis, ne put être retenu. Changeant de direction, il déserta le promontoire de Barche pour plonger vers le cratère de l'Étoile déchue. Les meurtriers à longues pattes, plus véloces que les harpies de Bandbeck, les rattrapèrent et, prenant appui sur leur dos, les firent basculer. Puis, tandis que celles-ci poussaient des cris perçants et se débattaient, ils éventrèrent leurs abdomens roses ainsi exposés. Mais les meurtriers à longues cornes de Bandbeck parvinrent à les encercler. Chargeant sur le flanc, ils transpercèrent les meurtriers à longues pattes de Carcolo de leurs cornes à pointe d'acier et les empalèrent sur leurs lances. Ils négligèrent toutefois ces horreurs bleues qui les débordèrent et les terrassèrent à coups de hache et de masse, réussissant un tour de force plutôt macabre qui consistait à se hisser sur un meurtrier soumis, à le saisir par la corne pour la lui arracher et à le dépouiller par la même occasion de sa peau et de ses écailles de la tête jusqu'à la queue. Joas perdit ainsi 30 harpies et au moins 2 douzaines de meurtriers. Néanmoins, l'attaque servit ses intérêts. Elle lui permit de faire descendre ses chevaliers, ses démons et ses mastodontes de la garde du Nord avant que Carcolo n'eût pu gagner les hauteurs du promontoire de Barche. Carcolo opéra une retraite oblique vers ses pentes cratérisées, envoyant simultanément 6 hommes à travers la lande jusqu'à l'enclos où les bébés démons, affolés par la bataille, tournaient en rond. Les hommes brisèrent les barrières, abattirent les 2 vieillards et conduisirent les jeunes démons vers les troupes de Bandbeck. Les petits, hystériques, obéissant à leurs instincts, s'accrochaient au cou des dragons qu'ils rencontraient. Ceux-ci en étaient cruellement gênés car leurs propres instincts les empêchaient d'utiliser la force pour se débarrasser des bébés. Cette ruse, brillante improvisation, créa un gigantesque désordre au sein des troupes de Bandbeck. Hervis Carcolo en profita pour lancer sa charge. 2 escouades de harpies se déployèrent et harcelèrent les hommes. Ces meurtriers, la seule catégorie qui surpassait en nombre celle de son adversaire, furent envoyés combattre les démons, tandis que ses propres démons, bichonnés, huilés et puissants, ondulaient vers les mastodontes de Bandbeck. S'élançant sous les énormes géants bruns, ils flagellèrent l'intérieur de leurs pattes avec leur queue lestée de boules d'acier d'au moins 20 kilos chacune. Une mêlée hurlante en résulta. Il était difficile de discerner les rangs des combattants.
Hommes et dragons étaient écrasés, déchirés, hachés menus. L'air, saturé de balles et de sifflements d'acier, retentissait de barrissements, de sifflements, de cris, de hurlements et de mugissements. Grâce à la désinvolture imprudente de sa tactique, Carcolo obtint des résultats hors de proportion par rapport à ses troupes réduites. Ces démons s'enfonçaient toujours plus profondément parmi les mastodontes affolés et presque sans défense de Bornbeck, tandis que ces meurtriers et ces horreurs bleues contenaient les démons ennemis. Joaz, assailli par des harpies, sauva sa peau en s'enfuyant pour rejoindre les arrières de la bataille, où il bénéficia de l'appui d'une escouade d'horreurs bleues. Furieux, il siffla le signal de la retraite. Son armée se retira le long des pentes, laissant derrière elle un terrain jonché de corps agités de soubresauts. Abandonnant toute retenue, Carcolo se redressa sur sa selle et fit signe à ses mastodontes, qu'il avait jusqu'alors chéris comme sa propre progéniture, d'engager le combat. Poussant des cris stridents, ponctués de hoquets, ceux-ci rejoignirent la bouillonnante mêlée. Ils arrachèrent au passage d'énormes morceaux de chair, écartelèrent de leurs terribles bras des dragons de moindre corpulence, piétinèrent des harpies, s'emparèrent des horreurs bleues et des meurtriers gémissants qui donnaient des coups de griffes inutiles dans le vide et les projetèrent dans les airs. 6 chevaliers de Bornbeck tentèrent d'endiguer leur charge en pointant leurs mousquets sur ces gueules diaboliques et en tirant à bout portant, mais ils furent désarçonnés et disparurent. Plus bas, dans le cratère de l'étoile déchue, le combat faisait rage. Le cœur de la mêlée commença à s'élargir, et l'armée de la vallée heureuse perdit peu à peu son avantage. Carcolo hésita, savourant un long moment d'ivresse. Ses troupes et lui brûlaient de la même flamme. Ce succès inattendu les intoxiquait, procurant chez eux d'agréables picotements. Mais là, dans le cratère de l'étoile déchue, pouvait-il contrer les forces de Bornbeck, bien plus importantes que les leurs? La conscience de Carcolo lui conseillait la prudence. Il valait mieux se retirer sur le promontoire de Barche pour profiter au maximum de sa modeste victoire. Une importante section adverse de démons s'était déjà regroupée et se préparait à charger son maigre détachement de mastodontes. Bast-Given s'approcha. Il attendait visiblement le signal de la retraite. Carcolo retarda ce moment. Il se délectait des ravages causés par 6 malheureux mastodontes. Le visage ténébreux de Bast-Given était sévère. « Ordonne le repli. S'ils nous encerclent, nous sommes perdus. » Carcolo le saisit par le coude. « Regarde, tu vois l'endroit où ces démons se regroupent. Tu vois où Joaz Bornbeck se dirige. Dès qu'ils chargeront, envoie 6 meurtriers à longues pattes de chaque côté. Rattrapez-le et tuez-le. » Given ouvrit la bouche pour protester, mais se ravisa en fixant le point que Carcolo lui désignait. Et il partit au galop pour aller faire exécuter ses ordres. Les démons de Bornbeck apparurent. Ils se déplaçaient furtivement, mais d'un air décidé, vers les mastodontes de la vallée heureuse. Joaz, redressé sur sa selle pour me suivre leur progression, était sur le point d'être encerclé par les meurtriers à longues pattes. 4 de ses chevaliers et 6 jeunes estafettes se précipitèrent pour lui porter secours. Ils lui hurlèrent des avertissements, aussitôt couverts par l'écho du fracas de l'acier contre l'acier, du métal contre les écailles. Les meurtriers combattaient avec des épées et des masses, les chevaliers, eux, contraient avec des couteaux. Leurs mousquets étaient devenus inutiles et succombaient les uns après les autres. Le caporal-chef des meurtriers, prenant appui sur ses pattes arrière, tenta d'abattre Joaz qui para désespérément l'attaque. Le meurtrier brandit alors simultanément épée et masse, mais un plomb de mousquet, tiré de plus de 50 mètres, vint s'écraser dans son oreille. Fou de douleur, il lâcha ses armes, bascula vers l'avant sur Joaz, en se tordant et en se débattant. Les horreurs bleues de Bornbeck se précipitèrent pour attaquer. Les meurtriers s'élancèrent par-dessus le caporal-chef qui se démenait, frappèrent Joaz à coups de patte, mais finirent par se disperser devant les horreurs bleues. Carcolo poussa un gémissement de déception. Une simple demi-seconde lui avait coûté la victoire. Joaz Bornbeck, contusionné, malmené, peut-être même blessé, avait la vie sauve. Un jeune cavalier sans armes apparut au sommet de la colline, fouettant une araignée qui titubait. Bast-Given le montra du doigt à Carcolo. « Un messager envoyé en urgence de la vallée. » Le garçon, penché sur sa monture, en équilibre instable, traversait la lande, en s'époumonant pour hurler son message à Carcolo, mais ses mots se perdaient dans le tumulte de la bataille. « Les basiques! Les basiques !» Carcolo s'effondra comme une vessie à moitié vide. « Où ça ?»
Dans la vallée, un énorme vaisseau noir. Il l'a rempli presque entièrement. J'étais là-haut dans les bruyères, j'ai réussi à m'échapper. » Il indiqua l'endroit du doigt et se mit à gémir. « Parle, mon garçon. Que font-ils ?»« Je n'ai rien vu. Je me suis dépêché de venir te prévenir. » Carcolo regarda vers le champ de bataille. Les démons de Bandbeck avaient presque rejoint ces mastodontes qui reculaient lentement, tête basse, tous crocs dehors. Il leva les mains en signe de désespoir, puis ordonna à Given. « Sonne la retraite. Replions-nous. » En agitant un fichu blanc, il contourna les combattants pour se diriger vers l'endroit où Joas Bandbeck était allongé, immobile. On s'affairait à retirer le meurtrier agité de soubresauts qui lui entravait les jambes. Joas leva les yeux. Son visage était aussi pâle que le fichu de Carcolo. En apercevant ce dernier, il écarquilla les yeux. Ses lèvres cessèrent de trembler. Carcolo lâcha. « Les Basiques sont revenus. Ils se sont posés dans la vallée heureuse et sont en train d'exterminer mon peuple. » Joas Bandbeck, soutenu par ses chevaliers, parvint à se remettre debout. Chancelant, les bras ballants, il fixa Carcolo en silence. Celui-ci reprit la parole. « Nous devons faire une trêve. Cette bataille est inutile. Rassemblons nos forces pour nous rendre à la vallée heureuse et attaquons ces monstres avant qu'ils nous éliminent tous. Ah, pense à ce que nous aurions pu faire avec les armes des sacerdotes. » Joas garda le silence. 10 secondes s'écoulèrent. Alors, Carcolo, furieux, se mit à crier. « Allons, qu'est-ce que tu en dis ?» Joas répondit d'une voix rauque. « Pas de trêve. Tu as rejeté mon avertissement. Tu ne pensais qu'à piller le Val Bandbeck. Je ne ferai preuve d'aucune clémence. » Carcolo en resta bouche bée. Un trou rond s'ouvrit sous la courbe de ses moustaches. « Mais les Basiques... » »« Va rejoindre tes troupes. Tu es autant mon ennemi que les Basiques. Pourquoi devrais-je faire un choix? Prépare-toi à combattre pour sauver ta peau. Je ne conclurai aucune trêve. » Carcolo recula. Son visage était devenu aussi livide que celui de Joas. Bandbeck fit signe à ses chevaliers. « Renvoyez ce chien retrouver les siens. » Devant les fouets menaçants qu'agitaient les hommes de Joas, Carcolo retint son araignée et lui fit accomplir un demi-tour, puis il s'éloigna sur sa monture bondissante. Le cours de la bataille avait changé. Les démons de Bandbeck avaient fait une percée parmi les horreurs bleues de Carcolo. Un de ces mastodontes s'était enfui, faisant claquer ses énormes mâchoires et brandissant une gigantesque épée. Un autre affrontait 3 démons qui avançaient de biais. Ceux-ci le dupèrent en agitant leur queue lestée et se précipitèrent sur lui. Il se défendit en fracassant son épée sur leur solide armure. Les démons finirent par se retrouver entre ses pattes qu'ils martelèrent de leurs boules d'acier. Tentant de se libérer d'un bond, la créature bascula majestueusement. Les démons l'éventrèrent. Carcolo ne possédait plus que 5 mastodontes. « Repli !» hurla-t-il. « Cessez le combat !» Ses troupes remontaient péniblement les pentes du promontoire de Barche. Les premières lignes n'étaient qu'une masse grondante et grouillante d'écailles, d'armures et de métal scintillant. Heureusement pour Carcolo, ses arrières étaient sur les hauteurs, et après 10 épouvantables minutes, il parvint à opérer une retraite plus ou moins ordonnée. 2 autres de ses mastodontes avaient péri. Les 3 rescapés avançaient péniblement, mais librement. S'emparant de rochers, ils les lancèrent sur leurs attaquants qui, après quelques vaines tentatives d'escalade, ne furent que trop heureux d'abandonner leur poursuite. En effet, depuis qu'il avait eu connaissance des informations transmises par Carcolo, Joas ne voulait plus perdre de combattants. Brandissant son épée d'un geste de défi désespéré, Carcolo conduisit ses troupes de l'autre côté du promontoire de Barche et leur fit traverser le Scanse, Étal. Joas, lui, retourna vers le Val Bandbeck. La nouvelle de l'incursion des Basiques s'était propagée dans ses rangs. Graves et silencieux, les hommes chevauchaient en regardant derrière eux et au-dessus de leur tête. Même les dragons semblaient inquiets. Ils marmonnaient nerveusement entre eux. Alors qu'ils traversaient le cratère bleu, le vent, quasi omniprésent, cessa de souffler. Ce calme soudain ne fit qu'augmenter la sensation d'oppression. Les harpies, à l'instar des hommes, se mirent à observer le ciel. Joas se demanda comment elle pouvait savoir, comment elle pouvait sentir la présence des Basiques. Lui aussi leva les yeux, et, tandis que ses troupes franchissaient l'escarpement, il eut l'impression de voir, bien au-dessus du mont Gétron, un petit rectangle noir voltiger
et disparaître derrière un apic. C'était Les Maîtres des Dragons, un roman court par Jack Vance. Chapitre 8. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.